Chapitre 1, l'effondrement. Doug Woods s'était toujours vanté d'être inébranlable. 20 ans dans le bâtiment lui avaient appris à déchiffrer les gens comme des plans, à repérer les faiblesses, tant dans les fondations que dans le caractère. Mais assis dans la salle d'attente stérile de l'hôpital, ses mains calleuses tremblant autour d'une tasse de café tiède, il sentit son monde basculer. Emma, sa fille de 10 ans, s'était effondrée pendant la récréation. L'infirmière de l'école avait parlé d'un épisode soudain, quoi que cela puisse vouloir dire. Un instant, elle riait avec ses amis dans la cour de récréation, l'instant d'après, elle était inconsciente sur l'asphalte. Doug avait tout laissé tomber, laissant son équipe de construction en plein chantier sur le projet Henderson, et s'était précipité à l'hôpital général de Mercy. Le médecin urgentiste, une femme d'une 50aine d'années à l'air fatiguée, avait immédiatement ramené Emma pour des examens. C'était il y a 2 heures. Doug consultait son téléphone pour la 100e fois. Aucune nouvelle de Tanya, sa femme depuis 12 ans. Elle ne répondait pas à ses appels et ses services de localisation indiquaient qu'elle était au centre commercial Riverside, probablement en train de faire du shopping, inconsciente de la crise. Monsieur Woods, une jeune infirmière au regard inquiet, s'approcha de lui. Sa blouse était froissée et elle jetait sans cesse des coups d'œil vers les portes des urgences. Monsieur, j'ai besoin que vous appeliez votre femme immédiatement. Elle doit venir immédiatement. Le sang de Doug se glaça. Quoi? Pourquoi? Pas le temps d'expliquer. Dépêchez-vous. La voix de l'infirmière se brisa d'urgence. Les mains tremblantes, Doug attrapa son téléphone et recomposa le numéro de Tanya. Cette fois, elle répondit à la première sonnerie. Doug, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu vos appels manquer. Emma est à l'hôpital. Vous devez venir immédiatement. Merci général, urgence. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Je ne sais pas encore. Venez simplement. La ligne fut coupée. Doug fixa son téléphone, puis l'infirmière qui rôdait toujours à proximité, faisant sonner ses mains. Qu'est-ce que vous ne me dites pas? La voix de Doug exprimait l'autorité d'un homme qui dirigeait des chantiers et ne tolérait pas qu'on s'y soustrayât. L'infirmière jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Le médecin vous expliquera tout à l'arrivée de votre femme. Les résultats des analyses sont inquiétants. Très inquiétants. 30 minutes plus tard, Tanya franchissait les portes des urgences en trombe. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Malgré la précipitation supposée, elle portait une nouvelle robe que Doug ne reconnaissait pas et portait un sac de course Victoria's Secret pour une femme se précipitant à l'hôpital pour les urgences de sa fille. Elle avait l'air remarquablement soignée. Où est-elle? Où est Emma? La voix de Tanya était aiguë, mais Doug perçut autre chose sous la panique. Était-ce du soulagement? Le docteur Patricia Hernandez émergea du fond, l'air sombre. M et Madame Woods, veuillez me suivre dans une chambre privée. Ils s'installèrent sur des chaises inconfortables dans une petite salle de consultation. Le docteur Hernandez ferma la porte et prit une grande inspiration. Votre fille est stable, mais je dois discuter de ses résultats d'analyse avec vous. Emma a du benzoazépine dans son organisme, plus précisément du raso faible. C'est un anxiolytique extrêmement dangereux pour les enfants et qui peut provoquer le genre de malaise qu'elle a vécu. Doug sentit la pièce tourner. C'est impossible. Emma ne prend aucun médicament. Le docteur Hernandez sortit un dossier. Les concentrations sont importantes, suggérant une exposition régulière sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il s'agit d'une ingestion accidentelle. Quelqu'un en a donné volontairement à votre fille. Le visage de Tanya devint blanc, mais Doug remarqua que ses mains se crispaient. Pas la réaction d'une mère désemparée, celle d'une personne surprise. Je ne comprends pas, balbutia Tanya. Qui pourrait faire une chose pareille? C'est ce que nous devons déterminer, poursuivit le docteur Hernandez. La loi m'oblige à signaler cela au service de protection de l'enfance et à la police. Il semble s'agir d'un cas de mise en danger d'enfant, peut-être d'empoisonnement. Doug réfléchit à toute vitesse. Loripam, il connaissait ce nom. Il en avait déjà vu récemment. Là où cela lui fit l'effet d'un coup de massue. Le sac à main de Tanya. 2 semaines plus tôt, il cherchait des pastilles à la menthe et avait trouvé un flacon contenant exactement ce médicament. Lorsqu'il lui avait posé la question, elle avait répondu que c'était pour ses nerfs et que son médecin le lui avait prescrit pour son stress professionnel. Elle travaillait à temps partiel chez un dentiste, un métier loin d'être stressant.
Mais pourquoi Emma aurait-elle ce souvenir si Doug ne regardait pas sa femme, ne la regardait pas vraiment? Les nouveaux vêtements, son apparence impeccable malgré l'urgence, ses nuits de travail tardives, le mystérieux appel téléphonique qu'elle avait reçu dans l'autre pièce. Les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place avec une clarté dévastatrice. Le docteur Doug dit lentement, « J'ai besoin de parler à ma femme en privé un instant. » Le docteur Hernandez hocha la tête. « Je vous accorde 5 minutes, puis nous discuterons de la suite. » Lorsque la porte se referma, Doug se tourna vers Tanya. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais elle avait le poids d'une boule de démolition. « Tu as drogué notre fille. » Le mascara parfaitement appliqué de Tanya a commencé à couler. « Évidemment. Tu lui as donné tes anxiolytiques pour l'endormir et pouvoir filer en douce. Pour pouvoir tromper. » L'accusation flottait dans l'air comme un gaz toxique. La bouche de Tanya s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Depuis combien de temps? La voix de Doug devenait plus basse, plus dangereuse. Depuis combien de temps empoisonnes-tu ma fille pour dissimuler ta liaison? Chapitre 2. La vérité éclatante. Le sang-froid de Tanya se brisa comme de la glace sous la pression. Doug, laisse-moi t'expliquer. Explique. Doug se leva lentement, son 1,90 m projetant une ombre sur sa femme. Explique comment tu as drogué notre fille de 10 ans. Explique qui tu étais pendant qu'Emma gisait inconsciente dans son lit. Ce mot grossier frappa Tanya comme une gifle. En 12 ans de mariage, Doug ne lui avait jamais parlé ainsi. Il avait été élevé par une grand-mère pieuse qui lui avait appris à traiter les femmes avec respect. Mais le respect se mérite, et Tanya venait de perdre tout ce qu'elle possédait. « Ce n'est pas ce que tu crois, » murmura-t-elle. « Alors dis-moi ce que c'est. » Tanya regarda vers la porte comme si elle envisageait de s'échapper, mais la présence de Doug bloquait toute issue. « J'ai rencontré quelqu'un au travail. Ça a commencé innocemment, juste un café, mais tu as décidé de droguer notre fille pour pouvoir coucher avec lui. Tu ne lui as donné qu'une demi-pilule, juste assez pour l'aider à dormir plus profondément. Je pensais que ce serait mieux si elle ne savait pas que j'étais parti. » Les poings de Doug se serrèrent. Dans son métier, il avait appris à se contrôler. Les chantiers étaient déjà assez dangereux sans avoir à se battre avec des têtes brûlées. Mais là, il avait envie de planter son poing dans le mur. C'était mieux pour qui? C'était mieux pour toi. Pour que tu puisses te promener sans conséquence. Tanya tressaillit. Ne m'appelle pas comme ça. Que préférerais-tu, pédophile? Parce que c'est ce que tu es, Tanya. Tu empoisonnes notre fille. Elle aurait pu mourir. La vérité sembla frapper Tanya pour la première fois. Son visage se décomposa et elle se mit à sangloter. Je suis tellement désolé, Doug. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. J'aime Emma. Ne le fais pas. La voix de Doug transperça ses larmes comme une lame. N'ose même pas dire que tu l'aimes. Ceux qui aiment leurs enfants ne les droguent pas. Ils ne risquent pas leur vie pour une partie de jambes en l'air avec un loser. Un coup à la porte les interrompit. Le docteur Hernandez entra accompagné d'un policier, un homme grand aux tempes grisonnantes, qui se présenta comme l'inspecteur Anthony Andrew. « M et Madame Woods, je dois vous poser quelques questions sur l'état de votre fille. » Doug regarda Tanya, lui donnant une dernière chance d'avouer. Elle resta silencieuse, pleurant toujours dans ses mains. « Agent, je crois que ma femme a donné des médicaments à Emma à mon insu et sans mon consentement. » L'inspecteur Andrew sortit un bloc-notes. « Quel genre de médicaments? » Lorazepam. Ma femme a une ordonnance et je crois qu'elle en a donné à Emma pour l'aider à dormir pendant qu'elle... Doug marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots pendant qu'elle menait une liaison extra-conjugale. Les inspecteurs haussèrent les sourcils. Madame, est-ce exact? Tanya leva les yeux. Son maquillage était complètement ruiné. J'ai fait une erreur. Je voulais juste que les ambulanciers paramédicaux dorment mieux. Je n'ai pas réfléchi. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demanda l'inspecteur Andrew. Peut-être. Peut-être 6 semaines. Doug sentit quelque chose de froid et de dur s'installer dans sa poitrine. 6 semaines. 6 semaines à empoisonner sa fille. 6 semaines à trahir. Madame, je vais vous demander de venir au poste pour un interrogatoire. Monsieur Woods, vous devrez parler au service de protection de l'enfance. Compte tenu des circonstances, Emma devra rester à l'hôpital en observation,
et une enquête sera menée sur ses conditions de vie. Les heures suivantes se passèrent dans un tourbillon de formulaires, d'interrogatoires et de révélations accablantes. Tania fut arrêtée pour mise en danger d'enfants et administration de médicaments sans ordonnance. Emma se réveilla, groggy mais vivante, demandant sa mère avec un regard innocent qui faillit briser le cœur de Doug. À la tombée de la nuit, Doug était assis seul dans la chambre d'hôpital d'Emma, observant sa fille dormir naturellement pour la première fois depuis des semaines. L'inspecteur Andrew lui avait donné les premiers détails sur la liaison de Tania. L'homme s'appelait Kirk West, un représentant pharmaceutique qui fréquentait le cabinet dentaire où travaillait Tania. Il était marié et père de 2 enfants. Le téléphone de Doug vibra, un SMS de son contremaître, Henderson, pauvrement fini, propre. Prenez tout votre temps, patron. Mais Doug ne pensait pas au béton ni au délai de construction. Il pensait à Kirk West, à Tania, et au fait qu'Emma aurait pu mourir parce que 2 adultes égoïstes n'avaient pas pu se tenir à distance. Doug Woods avait bâti sa réputation sur la livraison exacte de ses promesses. Il n'avait jamais rompu un contrat, jamais laissé un travail à moitié terminé, jamais manqué de recouvrer une dette. Et pour l'instant, Tania et Kirk West lui devaient tout. Chapitre 3, construire les fondations. 3 jours plus tard, Doug était assis dans le bureau de son avocat, signant les papiers de garde temporaire pour Emma. La salle de conférence stérile sentait le cuir et le vieux café, mais semblait plus accueillante que sa propre maison ces derniers mois. Son avocat, Francis Brennan, était un sexagénaire à l'œil vif qui s'était occupé des contrats commerciaux de Doug pendant des années. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'arrestation et les aveux de Tania, tu obtiendras probablement la garde exclusive, dit Francis en faisant glisser des papiers sur la table en acajou. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va mal tourner. Son avocat parle déjà de dépression postpartum, alors qu'Emma a 10 ans. Doug a signé son nom avec des traits délibérés. Peut-il utiliser cette défense? Ils peuvent tout essayer, mais droguer un enfant pendant 6 semaines pour faciliter une liaison? Non. Le jury va avaler une excuse pour ça. Emma logeait chez Carrie Lawson, la belle-sœur de Doug, pendant que l'enquête se poursuivait. Carrie était la sœur cadette de Tania, mais elle avait appelé Doug dès qu'elle avait appris l'arrestation. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec Tania, avait dit Carrie. Mais je n'aurais jamais imaginé cela. Doug appréciait le soutien de Carr, mais il savait que la loyauté familiale était complexe. Aujourd'hui, cependant, ses préoccupations dépassaient les simples arrangements familiaux. Après avoir quitté le cabinet de l'avocat, Doug se rendit au bureau de Riverside Dental Associates. Le bâtiment était une ancienne maison victorienne reconvertie, peinte d'un jaune vif, avec une pancarte promettant des soins attentionnés pour toute la famille. Doug était venu ici exactement 2 fois. Une fois pour un plombage d'Emma et une autre fois pour la fête de Noël de l'entreprise de Tania. Il se gara de l'autre côté de la rue et attendit. À 12h15, une berline Mercedes argentée entra sur le parking. Doug reconnut un homme qui sortait des registres du DMV que Francis avait obtenu. Kirk West, 34 ans, marié à Veronica West, père de 2 jeunes enfants. Il était plus petit que Doug ne l'avait imaginé, peut-être 1,78 mètres, avec un bronzage artificiel et des cheveux soigneusement coiffés qui criaient la vanité. Kirk entra dans le cabinet dentaire avec l'assurance d'un homme qui ignorait totalement que son monde était sur le point de s'effondrer. Doug attendit encore 1 heure avant qu'une Honda Civic rouge ne s'arrête. Il reconnut la femme qui en sortit, Michelle Craig, la directrice du cabinet Riverside Dental. Doug l'avait rencontrée à la fête de Noël, une femme cancanière d'une 40aine d'années qui semblait savoir tout ce qui se passait. Doug s'approcha d'elle alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment. « Michelle, je suis Doug Woods, le mari de Tania. » Le visage de Michelle se transforma aussitôt en une expression de sympathie gênée. « Oh, Doug, j'ai entendu parler d'eux. Eh bien, je suis vraiment désolé pour tout. J'espérais pouvoir te parler de Kirk West. » Michelle jeta un coup d'œil nerveux vers le bâtiment. « Je ne pense pas que je devrais. Ma fille a failli mourir à cause de ce que lui et ma femme faisaient. » La voix de Doug portait le poids d'une fureur contenue. « Je ne vous demande pas de trahir des confidences. Je vous demande simplement de m'aider à comprendre depuis combien de temps cela dure. » Michelle regarda autour d'elle sur le parking, puis soupira. « Il y a un café au coin de la rue. On m'y retrouve dans 20 minutes. » 20 minutes plus tard, Doug s'assit en face de Michelle dans une cabine du Hometown Café. Elle remuait nerveusement son café au lait en jetant un coup d'œil à la porte. « Kurt vient à notre bureau depuis environ 8 mois.
Elle a commencé. C'est un représentant pharmaceutique, donc on le voit régulièrement. Mais il y a environ 2 mois, j'ai remarqué qu'il avait commencé à planifier ses visites spécifiquement pendant que Tanya travaillait. Qu'avez-vous remarqué? Il parlait longuement, soi-disant de fournitures dentaires, mais je voyais bien que c'était personnel. Puis Kirk a commencé à apporter du café à Tanya, des petits cadeaux. Elle a commencé à s'habiller différemment, à se maquiller davantage. Doug sentit sa mâchoire se serrer. Quelqu'un d'autre l'a remarqué? Le docteur Stafford me l'a mentionné. Il était soucieux de respecter les limites professionnelles. Mais avant qu'il puisse aborder le sujet, Tanya a commencé à appeler et à se plaindre plus souvent. À quelle fréquence? 2 ou 3 fois par semaine. Depuis 1 mois. Elle appelait 1 heure avant son service, prétextant qu'Emma était malade ou qu'elle avait une urgence familiale. Tanya avait donc menti à son employeur, utilisant Emma comme excuse alors qu'en réalité, elle la droguait. L'ampleur de la trahison ne cessait de s'étendre. Michel, j'ai une autre question à te poser. Kirk est marié, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Sa femme est adorable. Elle est venue à quelques événements professionnels. Véronica, je crois qu'ils ont de jeunes enfants. Doug remercia Michel et quitta le café, l'esprit en ébullition. Kirk West n'était pas seulement un adultère. C'était un père de famille prêt à détruire 2 foyers pour satisfaire ses désirs égoïstes. Et d'après ce que Michel avait dit, c'était lui l'agresseur qui poursuivait Tanya. Ce soir-là, Doug était assis dans son bureau, entouré de dossiers, son ordinateur portable ouvert et une bouteille de whisky qu'il n'avait pas touchée. La maison était vide, sans que le rire d'Emma ne résonne dans les couloirs. L'absence de Tanya était moins perceptible. Il réalisa alors qu'elle était émotionnellement absente depuis des mois. Doug consulta les profils de Kirk West sur les réseaux sociaux. Cet homme vivait sa vie en ligne, publiant des photos de vacances en famille, de réussites professionnelles et des citations inspirantes sur le succès et l'intégrité. L'hypocrisie était écœurante, mais les réseaux sociaux révélaient aussi des informations utiles. Kirk entraînait l'équipe de jeunes de son fils. Il était actif dans son église. Il avait récemment été promu directeur régional des ventes. Il conduisait une Mercedes de location et vivait dans un lotissement huppé appelé Willowbrook Estate. Doug ouvrit un nouvel onglet de navigateur et commença à faire des recherches sur la valeur des propriétés de Willowbrook Estate, le règlement de l'association des copropriétaires, les ventes récentes. Puis il chercha l'employeur de Kirk, Meridian Pharmaceuticals. À minuit, Doug avait compilé des profils détaillés sur Kirk et Tanya, leur routine, leurs faiblesses, leurs points faibles. Il avait appris que la femme de Kirk, Véronica, était infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants. Elle serait dévastée d'apprendre que son mari était impliqué dans l'administration de drogue à un enfant. Doug avait bâti son entreprise de construction en comprenant que chaque projet exigeait une planification minutieuse, des matériaux de qualité et une exécution précise. La vengeance, comme il l'apprenait, exigeait la même approche. Il ouvrit un nouveau document sur son ordinateur portable et commença à saisir, projet, au moment même où la phase 1, la collecte de renseignements, la phase 2, le positionnement des actifs, la phase 3, l'exécution. Doug avait toujours été méthodique. Il avait construit des fondations qui duraient des décennies. Des structures capables de résister aux tempêtes et aux temps. Ce qu'il prévoyait pour Kirk West et Tanya serait construit de la même manière, soigneusement, minutieusement et durablement. La seule différence était qu'au lieu de construire quelque chose, il allait détruire leur vie brique par brique jusqu'à ce qu'il ne reste que des décombres. Chapitre 4. Rassembler l'équipe. Doug avait appris depuis longtemps que les projets de construction les plus complexes nécessitaient des sous-traitants spécialisés. Les travaux de démolition exigeaient des experts en explosifs. L'électricité exigeait des électriciens agréés, et la plomberie exigeait une personne maîtrisant la pression et le débit. Son projet actuel, démanteler les vies de Kirk West et Tanya, nécessiterait une aide tout aussi spécialisée. Son premier appel fut adressé à Garrett Jordan, un détective privé qui avait aidé Doug à vérifier les antécédents de partenaires commerciaux potentiels. Garrett était un ancien inspecteur de police qui avait quitté la police après 20 ans, troquant son badge pour le monde plus lucratif des détectives privés. Ils se sont rencontrés dans un restaurant en périphérie de la ville. Le genre d'endroit où les routiers s'arrêtaient pour prendre un café et où personne ne posait de questions sur les conversations tranquilles dans les cabines d'angle. J'ai entendu parler de Tanya, dit Garrett sans préambule en se glissant dans la cabine en face de Doug. La nouvelle se répand vite dans les milieux policiers.
Alors vous savez pourquoi je suis là. Garrett observa le visage de Doug. Je sais que vous pensez probablement à une bêtise. J'espère que vous êtes assez intelligent pour laisser le système s'en occuper. Le système? Le rire de Doug était amer. Le système donnera à Tanya une probation et une thérapie. Kirk West recevra une petite tape sur les doigts, et même plus. Pendant ce temps, ma fille a failli mourir. Alors, à quoi pensez-vous, Doug? Penchez-vous. Je veux tout sur Kirk West. Relevés bancaires, relevés téléphoniques, historique de voyage, dossiers médicaux, transactions commerciales. Je veux connaître tous les secrets qu'il cache, tous les mensonges qu'il a proférés, tous les raccourcis qu'il a pris. Ça va te coûter cher. L'argent n'est pas un problème. Garrett resta silencieux un long moment. Doug, je te connais depuis 5 ans. Tu n'es pas vindicatif. Tu parles de franchir les limites. Ils ont franchi les limites en empoisonnant ma fille. Et que comptes-tu faire exactement de cette information? Doug soutint le regard de Garrett sans détour. Kirk West a bâti sa vie sur le mensonge et la tromperie. Je vais montrer à tout le monde qui il est vraiment. Garrett soupira. Je te trouverai ce qu'il te faut, mais Doug, sois malin. Ne fais rien qui te mène en prison. 2 jours plus tard, Garrett apportait un épais dossier dans la caravane de chantier de Doug. Le contenu était plus explosif que Doug ne l'avait espéré. Les dossiers financiers de Kirk West révélaient un problème de jeu qu'il avait caché à sa femme. Il utilisait des cartes de crédit professionnelles pour ses dépenses personnelles, notamment des chambres d'hôtel pour sa liaison avec Tanya. Le plus accablant, c'est qu'il vendait des échantillons de médicaments sur ordonnance à côté, un délit fédéral passible de prison. C'est ainsi qu'il a obtenu la lorazepam, expliqua Garrett. Il volait des échantillons d'anxiolytiques et les vendait à des personnes sans ordonnance. Votre femme ne l'achetait pas dans la rue. Elle l'obtenait directement de Kirk. Doug sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. Kirk n'était pas seulement un adultère. C'était un trafiquant de drogue qui avait contribué à empoisonner un enfant. Il y a plus, poursuivit Garrett. J'ai consulté ses relevés téléphoniques. Il a des liaisons depuis des années. Tanya n'était pas sa première, et d'après les appels récents, ce n'était pas la dernière. Le dossier contenait des captures d'écran imprimées de SMS échangées entre Kirk et 3 femmes différentes, dont une infirmière de l'hôpital où travaillait sa femme et une cliente de son réseau de distribution pharmaceutique. Les messages étaient explicites et accablants. Encore une chose, dit Garrett, Kirk est en lice pour une promotion majeure le mois prochain. Un poste de directeur régional qui doublerait son salaire. L'entreprise effectue des vérifications d'antécédents approfondis pour ce poste. Doug ferma le dossier. Parfait. Son appel suivant fut adressé à Wendell Joyce, un homme spécialisé dans un tout autre type de résolution de problèmes. Wendell dirigeait une petite entreprise d'électronique, mais sa véritable expertise résidait dans les systèmes de sécurité et la surveillance. Il avait déjà aidé Doug à attraper des employés qui volaient sur des chantiers. J'ai besoin d'une surveillance complète sur 2 cibles, dit Doug à Wendell au téléphone. Audio et vidéo, tout. Je veux savoir chacun de leurs mouvements, chacune de leurs conversations, chaque personne qu'ils rencontrent. Cela va nécessiter des installations créatives. Parlons-nous de votre femme et de son petit ami? Oui. Wendell resta silencieux un instant. Doug, j'ai entendu parler d'Emma. Si vous avez besoin de cela pour des raisons juridiques afin de protéger votre dossier de garde, je comprends. Mais si vous prévoyez quelque chose de plus juridique, je compte bien leur donner exactement ce qu'ils méritent. 3 jours plus tard, Wendell et ils installèrent des micro-caméras et des appareils audio aux endroits où Kirk et Tanya étaient susceptibles de se rencontrer. La technologie était suffisamment sophistiquée pour capturer des images et des sons clairs à des distances considérables. Les premiers enregistrements furent dévastateurs. Kirk et Tanya se rencontrèrent dans un hôtel à 2 villes de là, ignorant apparemment que l'arrestation de Tanya avait compromis leur secret. Leur conversation révéla la véritable ampleur de leur insensibilité. Mon avocat dit que je serai probablement mise à l'épreuve, déclara Tanya sur l'enregistrement. Une année de thérapie et de travaux d'intérêt général. Et Doug? La voix de Kirk était claire malgré le microphone longue portée. Il s'en remettra. Comme toujours. Doug n'est pas du genre à garder rancune. Doug mit l'enregistrement sur pause et rit. C'était un son dénué d'humour.
La voix de Kirk continua, ma femme ne sait toujours rien. Pour elle, j'ai travaillé tard sur des réunions avec des clients. Et après tout ça? Pourrons-nous encore nous voir? Nous serons plus prudents. Peut-être louer un appartement à l'autre bout de la ville, où Doug n'aura pas l'idée de regarder. Doug a arrêté l'enregistrement. Il comptait poursuivre leur liaison. Même après avoir failli tuer Emma, il n'éprouvait aucun remords, aucune culpabilité, aucune responsabilité pour ce qu'ils avaient fait. Mais le moment le plus révélateur est arrivé 20 minutes plus tard. Je n'arrive toujours pas à croire que tu lui aies donné autant de médicaments. Kirk a dit, tu as dit que ça la ferait dormir plus profondément. J'ai répondu, un demi-comprimé, Tanya. Un demi-comprimé une fois par semaine, pas tous les soirs pendant 6 semaines. Bon sang, tu aurais pu la tuer, mais je ne l'ai pas fait. Elle va bien. Elle s'est effondrée à l'école et a failli tomber dans le coma. Ce n'est pas bien. Bon, peut-être que si tu nous avais trouvé un meilleur endroit pour nous rencontrer, je n'aurais pas eu besoin de la droguer aussi souvent. Leur désinvolture à discuter d'empoisonner sa fille a fait rougir Doug. Ils se disputaient sur une question de technique, pas de morale. Ils voyaient Emma comme un obstacle à leur confort. Rien de plus. Doug avait ce qu'il lui fallait. Il était temps de commencer à construire leur destruction. Chapitre 5. Premier pas. La destruction de la vie de Kirk West par Doug commença avec une précision chirurgicale. Il apprit dans le bâtiment que le moyen le plus efficace de détruire une structure était de supprimer ses points d'appui critiques, puis de laisser la gravité faire le travail. Sa première cible était la promotion de Kirk. Doug utilisa une adresse email intraçable pour envoyer au service de conformité de Meridian Pharmaceuticals un colis contenant les dossiers financiers de Kirk, des documents attestant de son utilisation non autorisée des cartes de crédit de l'entreprise et des preuves de ses ventes illégales de médicaments sur ordonnance. Le courriel était rédigé avec professionnalisme, présentant les informations comme provenant d'un employé inquiet souhaitant garder l'anonymat. Doug joignit suffisamment de preuves corroborantes pour rendre les allégations impossibles à ignorer. En moins de 48 heures, Kirk West fut suspendu dans l'attente d'une enquête. Doug apprit la suspension par Michelle Craig, qui, lors d'une rencontre fortuite à l'épicerie, raconta que Kirk avait annulé tous ses rendez-vous de la semaine. Il semblait très secoué, dit Michelle. Y a-t-il une enquête interne? La deuxième phase visait le mariage de Kirk. Doug fit livrer un colis par Wendell au lieu de travail de Veronica West à l'hôpital pour enfants. Le colis contenait des copies imprimées des SMS de Kirk avec plusieurs femmes, des reçus d'hôtel et des photos prises par l'équipement de surveillance montrant Kirk entrant dans des chambres d'hôtel avec diverses femmes, dont Tanya. Doug avait pris soin de supprimer toute image susceptible d'identifier Emma ou de compromettre la vie privée de sa fille. Il ne s'agissait pas de sa famille, mais de celle de Kirk. Le colis contenait un mot, votre mari a des liaisons depuis des années. Il vend également illégalement des médicaments sur ordonnance. J'ai pensé que vous méritiez de connaître la vérité. Doug observait de l'autre côté de la rue Veronica West ouvrir le colis sur le parking de l'hôpital pendant sa pause déjeuner. Même de loin, il pouvait voir son visage changer tandis qu'elle assimilait ce qu'elle voyait. Elle resta assise dans sa voiture pendant près d'une heure, épluchant chaque preuve. Lorsqu'elle démarra enfin, elle se rendit directement au bureau de Kirk. Les contacts de Garrett au commissariat confirmèrent que Veronica West avait demandé le divorce cet après-midi-là et obtenu une ordonnance restrictive obligeant Kirk à rester loin de leur domicile et de leurs enfants. Elle avait également remis des preuves de son trafic de médicaments sur ordonnance à la DEA. Garrett l'a dit à Doug. Kirk fait actuellement l'objet de poursuites fédérales, mais Doug n'en avait pas fini. La troisième phase était la plus personnelle. Grâce aux informations publiées par Kirk sur les réseaux sociaux, Doug a appris que Kirk entraînait l'équipe de petite ligue de son fils de 8 ans et qu'il devait entraîner un match le samedi suivant. Doug est arrivé en avance au terrain de baseball, coiffé d'une casquette et d'une tenue décontractée qui lui permettait de se fondre parmi les autres parents. Il a attendu l'arrivée de Kirk, puis s'est approché de lui près de l'abri. Kirk West. Kirk s'est retourné. Son visage était hagard après 3 jours de crise professionnelle et personnelle. Oui, je suis Doug Woods, le mari de Tanya, Kirk est devenu blême. Il a jeté un coup d'œil aux autres parents et enfants autour de lui. Écoute, mec. Ce n'est pas le bon endroit. Tu as raison, a dit Doug doucement. Ce n'est pas un endroit pour un homme qui drogue des enfants pour qu'il soit en présence d'enfants. Je ne l'ai jamais fait. Tu as fourni les médicaments.
Tu as dit à ma femme quelle dose donner à Emma. Tu as fait de ma fille une victime collatérale de tes jeux tordus. Kirk essaya de reculer, mais Doug s'approcha. Avec son 1,90 m et ses 90 kg de muscles, bâti par 20 ans de travail physique, Doug était une présence intimidante. Ta vie est finie, dit Doug d'une voix que seul Kirk pouvait entendre. Ton travail est terminé. Ta femme t'a quitté. Les agents fédéraux vont t'arrêter pour trafic de drogue. Mais ce n'est que le début. Que veux-tu? La voix de Kirk se brisa. Je veux que tu comprennes quelque chose. Chaque jour, jusqu'à la fin de ta pathétique vie, tu te souviendras que tu as failli tuer un enfant innocent parce que tu n'arrivais pas à garder ta bite dans ton pantalon. Et chaque fois que tu penseras à reconstruire ta vie, je serai là pour rappeler aux gens qui tu es exactement. Doug sortit son téléphone et montra l'écran à Kirk. Il affichait un site web. kirkestrud.com avec la photo de Kirk et une chronologie détaillée de ses crimes, avec documents judiciaires, rapports de police et photos de surveillance. Ça sera en ligne ce soir, a déclaré Doug. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, partout. Chaque futur employeur, chaque partenaire amoureux potentiel, chaque voisin, ou que vous essayez de vivre, saura exactement quel genre d'homme vous êtes. Kirk fixait le téléphone avec horreur. Tu ne peux pas faire ça. C'est du harcèlement. Je vais te poursuivre en justice. Avec quel argent? Tu vas être au chômage et payer des avocats pendant des années. Et bonne chance pour trouver un avocat qui veuille défendre un homme qui a contribué à empoisonner un enfant. Doug a regardé autour de lui le terrain de baseball et les enfants jouer et rire. Tu sais le meilleur? Ton propre fils va grandir en sachant que son père est un agresseur d'enfants. C'est ton héritage, Kirk. Kirk a finalement perdu son sang-froid. S'il te plaît, mec. J'ai fait une erreur. Je suis désolé pour Emma. Je le suis vraiment, mais mes enfants ne méritent pas ça. Tu aurais dû penser à tes enfants avant de te lancer dans le trafic de drogue et d'épouser des femmes. La voix de Doug resta calme, ce qui rendit ses paroles encore plus terrifiantes. Tu aurais dû penser à Emma avant de l'empoisonner. Doug commença à s'éloigner, puis se retourna. Oh, et Kirk, si jamais tu recontactes ma femme, si jamais tu t'approches à moins d'1 kilomètre de ma fille, si jamais tu envisages de reconstruire ta vie ici, je ferai passer ce qui t'arrive pour des vacances. Alors que Doug retournait à son camion, il entendit le téléphone de Kurt vibrer de SMS et d'appels. Le site web avait été mis en ligne automatiquement, et les alertes sur les réseaux sociaux répandaient déjà la nouvelle. Dès lundi matin, le nom de Kirk West serait synonyme de mise en danger d'enfants et de trafic de médicaments dans toute la communauté. Son poste d'entraîneur serait révoqué, son adhésion à l'église révoquée, et ses voisins traverseraient la rue pour l'éviter. Doug avait été méthodique, minutieux et parfaitement légal. Tout ce qu'il avait révélé était un fait avéré obtenu par des moyens légitimes. Kirk pouvait porter plainte pour harcèlement, mais il devrait expliquer au tribunal en quoi le fait d'être dénoncé pour ces crimes constituait du harcèlement. C'était maintenant au tour de Tanya. Chapitre 6. Dommages structurels. La destruction causée par Tanya exigeait une approche plus délicate. Contrairement à Kirk, elle était toujours la mère d'Emma, et Doug devait veiller à ne rien faire qui puisse nuire à sa demande de garde. Mais cela ne signifiait pas qu'elle échapperait aux conséquences. La première action de Doug fut financière. En tant que mari de Tanya, il avait légalement accès à leur compte joint et à leur carte de crédit. En collaboration avec Francis Brennan, Doug gela tous les biens communs en attendant la procédure de divorce. Il annula également les cartes de crédit de Tanya et lui retira l'accès à leur compte d'épargne. Elle aura accès aux fonds nécessaires grâce au tribunal, expliqua Francis. Mais ses virées shopping et ses dépenses de luxe sont terminées. Tanya apprit l'existence des restrictions financières lorsque sa carte de crédit fut refusée dans une boutique de vêtements. Doug le savait car l'équipement de surveillance de Wendell avait enregistré son appel téléphonique embarrassé et furieux depuis le parking du magasin. Il ne peut pas faire ça, hurla-t-elle dans son téléphone. Ce sont aussi mes cartes. Mais Doug pouvait le faire. Et il avait. Tanya apprenait que les actions avaient des conséquences et ces conséquences ne faisaient que commencer. La deuxième phase impliquait le lieu de travail de Tanya. Doug n'avait pas besoin de mentir ou de manipuler. Il devait simplement s'assurer que les bonnes personnes connaissaient la vérité. Il a envoyé des copies des rapports de police et des documents judiciaires au Dr Marco Stafford, propriétaire de Riverside Dental Associates.
Le package comprenait une lettre écrite professionnelle. Dr Stafford, je pensais que vous devriez être conscient des procédures judiciaires impliquant votre employée, Tanya Woods. Étant donné qu'elle a été inculpée de mise en danger des enfants et de drogue d'une mineure, vous voudrez peut-être déterminer si elle devrait continuer à travailler dans un environnement de santé autour des enfants. Le docteur Stafford a licencié Tanya dans les 24 heures. Non seulement son affaire pénale était un problème de responsabilité, mais la révélation qu'elle avait menti sur les jours de maladie et que l'utilisation d'Emma comme excuse lui a rendu l'emploi continu. Le troisième coup de Tanya est venu d'une source inattendue, sa propre famille. Carrie Lawson s'occupait d'Emma pendant l'enquête, et Emma avait commencé à s'ouvrir sur les mois qui ont précédé son effondrement. Les révélations innocentes d'un jeune de 10 ans ont peint une image dévastatrice de la négligence de Tanya. Maman me donnait des vitamines spéciales pour m'aider à mieux dormir, a déclaré Emma à Carrie un soir. Elle a dit qu'ils étaient juste pour les grandes filles qui avaient besoin d'un repos supplémentaire. À quelle fréquence maman vous a-t-elle donné ces vitamines? Demanda doucement Carrie. Chaque nuit avant de me coucher, mais parfois je me sentais vraiment somnole pendant la journée aussi. Mon professeur m'a demandé si je dormais suffisamment, mais je lui ai parlé des vitamines spéciales, et elle avait l'air inquiet. Carrie a appelé Doug immédiatement. L'école savait que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit. L'enseignante d'Emma a remarqué qu'elle était inhabituellement somnolente et a posé des questions sur son horaire de sommeil. Emma lui a parlé des vitamines il y a des mois. Doug sentit sa colère règne. L'école avait été suffisamment inquiet pour poser des questions, ce qui signifiait que la drogue par Tanya d'Emma avait été perceptible pour former des professionnels. Pourtant, Tanya a poursuivi les abus pendant des semaines après. Armé de cette nouvelle information, Doug a visité l'école d'Emma et s'est entretenu avec son professeur, Madame Charlotte Rhodes. Elle a confirmé qu'elle avait remarqué une somnolence excessive d'Emma et avait documenté ses préoccupations. J'ai rempli les rapports des incidents 3 fois, a expliqué Madame Rhodes. Emma s'endormait pendant les cours, ce qui était très inhabituel pour elle. Elle est normalement l'une de nos étudiants les plus énergiques. Avez-vous signalé cela à quelqu'un? J'ai parlé avec l'infirmière de l'école et le directeur. Nous avons discuté d'appeler les services à l'enfance, mais Emma a toujours dit qu'elle était juste fatiguée de rester debout en retard. Nous avons décidé de surveiller la situation. Doug a obtenu des copies des rapports d'incidents, qui ont fourni des preuves supplémentaires des abus prolongés de Tanya. Les rapports ont été datés sur une période de 6W, corroborant le calendrier établi par les tests sanguins d'Emma. Mais la révélation la plus dommageable est venue de Carrie elle-même. Doug, je dois vous dire quelque chose, a déclaré Carrie lors d'une de leurs réunions pour discuter des soins d'Emma. Je savais que Tanya avait une liaison. Doug sentit son monde se déplacer à nouveau. Comment saviez-vous? Elle m'a demandé de mentir pour elle il y a environ 2 mois. Elle a dit, si jamais tu l'appelais à la chercher, je devrais te dire qu'elle était avec moi. Elle a affirmé qu'elle planifiait une surprise pour votre anniversaire et avait besoin d'un alibi. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Les yeux de Carrie se remplissaient de larmes. Parce que je l'ai cru. C'est ma sœur et je pensais qu'elle essayait de faire quelque chose de gentil pour toi. Je ne savais pas qu'elle droguait Emma. La trahison a été plus profonde que Doug ne l'avait imaginé. Non seulement Tanya avait empoisonné leur fille et avait trompé leur mariage, mais elle avait manipulé sa propre famille pour être accomplie. Carrie devait témoigner en tant que témoin de personnage de Tanya lors de l'audience de garde. Au lieu de cela, elle témoignerait désormais de la manipulation et de la tromperie de Tanya. Je ne peux pas soutenir ce qu'elle a fait, a déclaré Carrie à Doug. Emma est ma nièce, et sa sécurité passe en premier. Tanya a fait ses choix. La phase finale de la démolition de Tanya était sociale. Doug n'avait pas besoin de répandre des rumeurs ou des mensonges. Il devait simplement s'assurer que la vérité était largement connue. Il a créé un calendrier détaillé des événements et l'a partagé avec leurs amis, voisins et connaissances. Le calendrier comprenait des documents judiciaires, des dossiers médicaux et des rapports de police. Toutes les informations publiques qui ont peint une image indéniable des actions de Tanya. La réponse a été rapide et dévastatrice. Des amis qui connaissaient Tanya depuis des années ont coupé le contact. Les voisins qui avaient déjà discuté avec elle sur les clôtures de l'arrière-cour détournaient les yeux lorsqu'elle est passée. Les autres mères de l'école d'Emma ont refusé de reconnaître sa présence. Tanya s'est retrouvée complètement isolée, au chômage et faisant face à des accusations criminelles. Elle vivait dans un petit appartement à travers la ville, subsistant sur des paiements de soutien à la cour qui couvraient à peine ses besoins de base. Mais Doug n'était pas terminé.
Il avait un coup de plus dévastateur prévu pour Tanya et Kirk. Quelque chose qui assurerait qu'ils ne pourraient jamais se remettre de ce qu'ils avaient fait. Chapitre 7. La fondation se fissure. 6 semaines après l'effondrement d'Emma, Doug a reçu un appel qui a tout changé. La voix du détective Andrew était tendue d'urgence. « Doug, nous devons parler. Il y a eu un développement dans le cas d'Emma. » Ils se sont rencontrés au poste de police où le détective Andrew a répandu une série de photos sur son bureau. Les images ont montré des bouteilles de prescription, de l'argent et ce qui semble être une transaction de médicaments qui se déroule dans un parking. Nous avons enquêté sur l'opération de médicaments sur ordonnance de Kirk West. Détective Andrew a expliqué. Ce que nous avons trouvé est plus grand que nous ne le pensions initialement. Kirk ne vendait pas seulement des échantillons. Il dirigeait un réseau de distribution complet. Doug a étudié les photos. Qu'est-ce que cela a à voir avec Emma? Kirk vendait un razipam-ba et d'autres substances contrôlées à au moins 15 personnes dans la région. Mais voici la chose. Certains de ses clients étaient des parents. L'implication a frappé Doug comme un coup physique. Autres enfants. Nous avons identifié au moins 3 autres cas où les parents donnaient à leurs enfants des médicaments non inscrits obtenus auprès de Kirk West. 2 l'utilisaient pour contrôler les symptômes du TDAH sans supervision médicale appropriée. L'une l'utilisait exactement comme votre femme pour que leur enfant dorme plus profondément pendant les activités parentales qu'il voulait cacher. Le détective Andrew a sorti un autre fichier. L'autre enfant qui était drogué pour une commodité parentale, elle a 6 ans. Elle a été hospitalisée 2 fois au cours du dernier mois pour une fatigue inexpliquée que les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer. Doug se sentait malade. Kirk West n'avait pas seulement permis l'abus de Tanya envers Emma. Il avait facilité la maltraitance des enfants dans toute leur communauté. Il y a plus. Le détective Andrew a continué, la DEA a fait une descente dans l'unité de stockage de Kirk hier. Ils ont trouvé suffisamment de substances contrôlées pour fournir une petite pharmacie. Kirk ne faisait pas que des échantillons d'écrasés. Il volait des expéditions entières de Meridian Pharmaceuticals. Le détective a glissé un autre document à travers le bureau. Kirk a été arrêté pour des charges fédérales. La mise en danger, il regarde 25 ans. Andrew s'est penché en arrière sur sa chaise. Vie. Si vous veniez d'accepter l'accord sur le plaidoyer de Tanya et que nous avions évolué, nous n'aurions jamais découvert l'opération de Kirk. Ce soir-là, Doug s'est assis dans son salon avec Emma, qui avait finalement été claire pour rentrer à la maison. Elle suivait toujours une thérapie pour traiter le traumatisme de la trahison de sa mère. Mais elle était résiliente et forte, des qualités dont elle avait hérité de Doug. « Papa, pourquoi maman m'a-t-elle donné ces médicaments ?» demanda Emma lors d'une de leurs conversations silencieuses. Doug avait eu du mal à expliquer la situation en termes de 10 ans. « Parfois, les adultes font de très mauvais choix, ma chérie. Maman a fait des choix qui vous blessent, et cela n'a jamais été acceptable. Est-ce pourquoi elle ne peut plus vivre avec nous? Oui. Mon travail consiste à vous garder en sécurité, et je ne peux pas le faire si quelqu'un qui vous blesse est dans notre maison. » Emma hocha la tête solennellement. « J'aime vivre avec juste quelques-uns et tante Carrie aidant. C'est plus sûr. » L'audience en garde a été une formalité après l'annonce des accusations fédérales contre Kirk. Le juge a accordé la garde complète de Doug avec des visites supervisées pour Tanya, épinglant l'achèvement de son affaire pénale et une thérapie obligatoire. Mais Doug a eu une dernière révélation qui détruirait toute possibilité que Tanya reconstruise sa vie. En travaillant avec Garrett Jordan, Doug avait retracé la chronologie de l'affaire de Tanya. Plus précisément, ce qu'ils ont découvert, c'est que Tanya n'avait pas simplement triché. Elle avait prévu de quitter Doug et d'emmener Emma avec elle. Garrett avait trouvé des preuves que Tanya et Kirk avaient examiné les appartements ensemble, recherché des lois sur la garde et même consulté un avocat sur la procédure de divorce, tout en droguant Emma. Elle n'avait pas l'intention d'arrêter le médicament. Garrett a expliqué sur la base des preuves qu'ils allaient continuer à droguer Emma pour la gérer pendant la transition vers leur nouvelle vie ensemble. La preuve la plus accablante était un SMS de Tanya à Kirk. Nous devrons continuer à lui donner les pilules jusqu'à ce qu'elle s'adapte au nouvel arrangement. Peut-être que nous pouvons les sevrer progressivement une fois que nous sommes établis. Ils avaient l'intention de continuer à empoisonner indéfiniment Emma, la traitant comme un obstacle gênant à leur bonheur plutôt qu'à un être humain qui méritait la protection et l'amour. Doug a présenté cette preuve au procureur qui s'occupe du cas de Tanya.
la révélation qu'elle avait prévu de poursuivre les abus dans le cadre d'un régime plus large pour abandonner son mariage a transformé ses accusations d'une simple mise en danger des enfants à la conspiration pour commettre une maltraitance aggravée aux enfants. L'accord de plaidoyer de Tania a été révoqué. Elle serait désormais jugée pour crime d'accusation qui comptait une peine potentielle de 5 à 15 ans de prison. Lorsque Tania a appris les accusations supplémentaires, elle a fait une dernière tentative désespérée de contacter Doug. Elle l'a appelé de prison, suppliant la miséricorde. « Doug, s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais Emma est ma fille. Je l'aime. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. » La réponse de Doug était froide et définitive. « Vous arrêtez d'être la mère d'Emma la première fois que vous l'empoisonnez. Vous n'êtes rien pour nous maintenant. S'il vous plaît, ne les laissez pas m'envoyer en prison. Emma a besoin de sa mère. Emma a besoin de quelqu'un qui la protège, pas de quelqu'un qui lui fait mal. Tu avais 12 ans pour être elle-mère, et tu as choisi d'être son agresseur à la place. Doug, je te supplie. Enregistrez votre mendicité pour le juge. Vous allez en avoir besoin. » Doug a raccroché et a bloqué le numéro de Tania. Il ne s'intéressait pas à ses appels à la miséricorde. Elle n'avait montré aucune pitié à Emma, et elle n'en recevrait aucun. Chapitre 8. Démolition contrôlée. Le procès a commencé par un matin croquant d'octobre, 6 mois après l'effondrement d'Emma. Doug s'est assis dans la galerie avec son meilleur costume, regardant Tania était conduit dans la salle d'audience dans les menottes. Elle avait l'air plus petite qu'il ne se souvient, diminuée par des mois d'incarcération et de procédures judiciaires. Kirk West devait être jugé séparément sur les accusations fédérales, mais son cas avait déjà fait la une des journaux dans toute la région. La bague de médicaments majeurs exploitée par les représentants pharmaceutiques lisa le journal que Doug avait sauvé de l'arrestation de Kirk du matin. L'avocat de la défense de Tania, un avocat nommé par le tribunal nommé Pat Larson, avait tenté de négocier un autre accord de plaidoyer, mais le procureur n'était plus intéressé par la clémence. Les preuves étaient écrasantes et le des frais supplémentaires liés au complot de Tania avec Kirk avait éliminé toute possibilité de miséricorde. Le cas de l'accusation était méthodique et dévastateur. Le docteur Hernandez a témoigné à propos de l'état d'Emma lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, expliquant à quel point Emma était proche d'une surdose potentiellement mortelle. Le détective Andrew a présenté le calendrier des abus et les preuves de la préméditation. Le témoignage de Carrie Lawson a été particulièrement dommageable. Elle a expliqué comment Tania l'avait manipulée pour fournir de faux alibis et comment les révélations innocentes d'Emma avaient exposé l'étendue des abus. Ma sœur m'a demandé de mentir pour elle, a déclaré Carrie à partir du stand du témoin. Elle m'a dit que c'était pour une surprise qu'elle prévoyait Doug. Je la croyais parce que je lui faisais confiance. Je n'ai jamais imaginé qu'elle utilisait mes mensonges pour dissimuler le fait qu'elle droguait ma nièce. La défense a tenté de faire valoir que Tania a été victime de la manipulation de Kirk West, la dépeignant comme une femme naïve qui avait été égarée par un criminel sophistiqué. Mais les preuves de la poursuite ont peint une image différente. De la drogue, Emma pour faciliter leur réunion. Elle dort mieux que d'habitude. Peut-être que si vous nous aviez trouvé un meilleur endroit pour nous rencontrer, je n'aurais pas eu besoin de la droguer si souvent. L'enregistrement s'est poursuivi. Doug a regardé les visages du jury alors qu'il traitait la manière décontractée que Tania a discuté d'empoisonnement de sa fille. Plusieurs jurés ont été visiblement perturbés et une femme essuyait les larmes. Quand est venu le temps des déclarations d'impact sur les victimes, Doug a pris la parole. Emma a 10 ans. Il a commencé sa voix stable malgré l'émotion en dessous. Elle devrait s'inquiéter des devoirs et des jeux de jeu et des amis à inviter à la soirée pyjama. Au lieu de cela, elle est en thérapie essayant de comprendre pourquoi sa mère l'a empoisonnée. Doug regarda directement Tania alors qu'il continuait. L'accusée a volé 6 semaines de l'enfance de ma fille. Elle a mis la vie d'Emma en danger pour la gratification sexuelle. Elle a transformé notre maison en un endroit où Emma n'était pas en sécurité, même dans son propre lit. Mais le pire n'est pas ce qu'elle a fait, c'est comme ça qu'elle l'a fait. Elle avait regardé Emma dans les yeux tous les soirs et lui a donné du poison tout en lui disant que c'était un médicament pour l'aider à se sentir mieux. Elle a violé la confiance la plus fondamentale entre un parent et un enfant. La voix de Doug est devenue plus forte. Le défendeur n'a montré aucun remords authentique. Même après l'hospitalisation d'Emma, elle a continué à rencontrer son complice pour planifier leur avenir ensemble. Elle a vu la souffrance d'Emma comme un inconvénient mineur, pas une tragédie qu'elle avait causée. Il s'arrêta, rassemblant ses pensées.
Emma est un survivant. Elle est forte, courageuse et résiliente. Elle se remettra de cela et vivra une vie heureuse complète. Mais elle le fera sans la personne qui était censée la protéger parce que cette personne a choisi de la blesser à la place. Doug a quitté le stand du témoin sans regarder à nouveau Tanya. Il avait dit tout ce dont il avait besoin pour dire. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Ils ont reconnu Tanya coupable de tous les chefs d'accusation. La mise en danger des enfants aggravée, le complot en vue de commettre une maltraitance des enfants, l'administration de substances contrôlées à un mineur et la maltraitance des enfants entraînant des lésions corporelles. Lors de la condamnation, le juge Nicholas Ross s'est adressé directement à Tanya. Madame Woods, j'ai présidé des affaires criminelles pendant 15 ans, et j'ai rarement vu un méprisé aussi insensé pour le bien-être d'un enfant. Vous avez systématiquement empoisonné votre propre fille pendant des semaines, pas par maladie mentale ou désespoir, mais pour votre propre commodité et votre plaisir. Les preuves montrent que vous étiez pleinement conscient du risque que vous preniez dans la vie d'Emma. Pourtant, vous avez continué les abus car cela a servi vos objectifs. Vous n'avez montré aucune pitié à un enfant sans défense. Et cette cour ne vous montrera personne. Je vous condamne par la présente à 12 ans de prison d'État avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 8 ans. Vous êtes interdit de manière permanente de contacter sans surveillance avec toute mineure, y compris votre fille. Vos droits parentaux sont résiliés par les présentes. Le gavel est tombé avec la finalité. Tanya s'est effondrée dans ses sanglots tandis que le bef s'approchait pour la conduire. Elle se tourna vers Doug avec des yeux désespérés, mais il sortait déjà de la salle d'audience avec Emma, qui attendait dans le couloir avec Carrie. « Est-ce fini, papa ?» demanda Emma en marchant vers le parking. « C'est fini, ma chérie. Vous êtes en sécurité maintenant. » Chapitre 9. Nouvelle fondation. 2 ans plus tard, Doug se tenait dans l'arrière-cour de leur nouvelle maison, regardant Emma jouer avec les enfants de leurs voisins. Elle avait 12 ans maintenant, plus grande et plus confiante sans cicatrice visible du traumatisme qu'elle avait enduré. La thérapie avait aidé, mais plus important encore, elle était entourée de l'amour et de la sécurité depuis. La nouvelle maison était dans un autre district scolaire, un nouveau départ où Emma pouvait grandir sans les chuchotements et les cages qui l'avaient suivie dans leur ancien quartier. Doug avait vendu l'entreprise de construction et a lancé une petite entreprise qui lui a permis de travailler à domicile plus souvent. Le bien-être d'Emma était devenu sa priorité avant tout. Carrie a toujours aidé à la garde d'enfants, et elle est devenue comme une deuxième mère à Emma. Le reste de la famille de Tanya avait initialement essayé de maintenir des relations, mais Doug avait clairement indiqué que quiconque soutenait les actions de Tanya n'était pas la bienvenue dans la vie d'Emma. La fidélité familiale avait des limites et ces limites étaient la sécurité et la santé émotionnelle d'Emma. Kirk West avait été condamné à 28 ans de prison fédérale. Son épouse Veronica avait déménagé à travers le pays avec leurs enfants, changeant de nom pour échapper à la notoriété des crimes de leur père. Le dernier Doug avait entendu dire que Kirk's Drug Distribution Network avait été responsable d'au moins 12 cas de mise en danger des enfants, faisant de lui l'un des criminels les plus notoires de la région. Tanya avait purgé 2 ans de sa peine lorsqu'elle avait écrit à Doug mendiant une chance de voir Emma. Doug avait jeté la lettre sans la terminer. Emma n'avait jamais posé de questions sur sa mère, et Doug n'allait pas faire du bénévolat des informations qui pourraient bouleverser son processus de guérison. Il avait conservé des dossiers détaillés de tout, rapports de police, dossiers médicaux, transcriptions judiciaires et preuves des crimes de Tanya et Kirk. Si Emma voulait jamais connaître la vérité complète sur ce qui s'était passé, il le partagerait avec elle quand elle était assez vieille pour la traiter. Mais ce serait le choix d'Emma, pas le sien. Le site web exposant Kirk West est resté actif, mis à jour avec la nouvelle de sa condamnation et de sa condamnation. Doug a parfois reçu des messages d'autres parents dont les enfants ont été menacés par l'opération de drogue de Kirk, le remerciant pour avoir poursuivi la justice. L'enquête qui a commencé avec le cas d'Emma avait finalement protégé des dizaines d'autres enfants. Le téléphone de Doug a bourdonné d'un texte de Francis Brennan. L'audience de la libération conditionnelle de Tanya est le mois prochain. Je pensais que vous devriez savoir. Doug a supprimé le message sans répondre. Tanya se verrait probablement refuser la libération conditionnelle. Son crime impliquait un enfant et elle n'avait montré aucun véritable remords pendant son incarcération. Même si elle était libérée, les ordonnances de retenue et les droits parentaux licenciés signifiaient qu'elle ne pourrait jamais contacter légalement Emma. Mais Doug était préparé malgré tout. Il avait construit une nouvelle vie pour lui-même et Emma en fonction de l'honnêteté, de la sécurité et de l'amour inconditionnel.
Rien que Tanya ne pourrait faire ne menacerait à nouveau cette fondation. Papa, viens jouer avec nous. Emma a appelé le swing qui avait installé l'été précédent. Doug s'est approché et a poussé le swing d'Emma, écoutant son rire résonner dans l'air de l'après-midi. C'était ce qui comptait. Pas la vengeance, la justice ou la punition, mais la simple joie d'un enfant qui se sentait en sécurité et aimé. Plus haut, papa. Doug poussa plus fort, envoyant Emma se gonflant vers le ciel. Elle crie de joie, son visage brillant de bonheur et de confiance. Certaines personnes pourraient dire que Doug avait été trop dur, trop impitoyable dans sa poursuite de la justice. Ils pourraient affirmer que Tanya mérite la compassion ou la deuxième chance, que la punition de Kirk West était excessive. Mais ces gens ne s'étaient pas assis dans une chambre d'hôpital en regardant leur enfant lutter pour survivre après avoir été empoisonné par la personne qui était censée la protéger. Ils n'avaient pas entendu d'enregistrement de deux adultes discutant avec désinvolture de la drogue d'un enfant comme si elle était un animal de compagnie gênant. Doug avait promis à Emma de la garder en sécurité et il avait tenu cette promesse. Tanya et Kirk avaient fait leur choix quand ils ont décidé que leurs désirs égoïstes étaient plus importants que la vie d'un enfant. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences de ces choix. Emma a sauté du swing et a couru pour embrasser les jambes de Doug. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Pour toujours et toujours. » Doug a regardé la maison qu'il avait construite pour eux. Pas seulement la structure physique, mais la vie qu'ils ont créée ensemble. Il a été construit sur un sol solide avec des matériaux qui dureraient, construit pour résister à toute tempête. Certaines fondations, une fois fissurées, n'ont jamais pu être réparées. Mais de nouveaux pourraient être construits, plus forts et plus beaux que ce qui a précédé. Emma a couru pour jouer avec ses amis, ses rires poursuivant le vent. Doug a souri et est entré à l'intérieur pour commencer le dîner, laissant le passé enterré où il appartenait et se concentrant sur l'avenir que lui et Emma se construisent ensemble. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.